Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires sont aujourd'hui en compagnie de Marie Charelle à l'occasion de la sortie de son dernier roman Les Danseurs de l'Aube, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Marie Charelle. Bonjour. Marie Charelle, vous êtes journaliste et romancière. En 2010, vous publiez votre premier roman, Une fois ne compte pas. En 2013, vous rejoignez le journal Le Monde pour suivre la politique monétaire internationale et l'économie européenne. En 2014, paraît L'enfant tombé des rêves, votre second roman. Puis ce sera en 2016 Les enfants indociles. En 2017, Je suis ici pour vaincre la nuit. En 2018, Une nuit avec Jane Seberg. Et nous sommes ici aujourd'hui pour évoquer votre sixième roman, Les danseurs de l'aube. Inspiré de l'histoire vraie d'un couple de danseurs de flamenco des années 30, un frère et une sœur séparés par le nazisme. Alors, de quoi s'agit-il? Nous suivons tour à tour le destin de deux couples de danseurs dans les années 30 et de nos jours. Europe centrale, années 30, après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvain et Maria Rubinstein se découvrent un talent et une passion pour le flamenco. Mondialement connus, ils seront séparés par la guerre et Maria disparaîtra. Pour venger sa sœur, Sylvain ira jusqu'à se glisser dans la peau d'une femme et c'est ainsi travesti qu'il s'engage dans la résistance pour lutter contre les nazis. La légende de Sylvain est née. Hambourg 2017. Lucas, jeune homme à l'identité troublée en questionnement, ni parfaitement garçon, ni tout à fait fille, il rencontre Iva sur la scène même où Sylvain dansait autrefois. Fuyant leur passé, ils partent à leur tour en pèlerinage en Europe sur les traces de Sylvain, figure iconique et mythique pour tous deux. Au fil des cabarets, leur flamenco enflamme les passions, mais il suscite aussi la violence, le rejet, l'incompréhension et l'intolérance, jusqu'à ce que Lucas commette l'irréparable pour protéger Iva. Ces quatre personnages qui se font écho, Sylvain et Maria, Lucas et Iva, se fondent en Imperio et Dolores, nom de scène de Sylvain et Maria, et rentrent ainsi en résonance dans un flamenco étourdissant. Fuir et danser malgré tout, sans pour autant oublier et accepter alors se battre, combattre, au risque de se perdre. Chère Marie Charelle, pouvez-vous nous raconter la genèse de votre livre? Alors j'ai découvert les jumeaux Rubinstein un soir par hasard sur un documentaire qui passait sur Arte, d'une série qui s'appelait les oubliés d'histoire et qui mettait en lumière comme ça des personnages oubliés et qui évoquait donc le destin de cet homme qui était danseur avec sa jumelle dans les années 30, comme vous l'avez expliqué, et qui, quand elle a été enlevé, enfermé par les nazis, lui est entré en résistance et a commencé à se déguiser se travestir en femme pour passer inaperçu. Et j'étais scotchée devant cette histoire qui me paraissait tellement romanesque que je l'ai gardée en moi pendant longtemps. Elle résonnait et j'y repensais souvent. Je me disais, ah, mais c'est ce destin, mais c'est incroyable. Pourquoi il n'y a pas déjà des adaptations au cinéma de cette vie-là, de ce résistant danseur de flamenco qui se travestit, je trouvais que c'était très très romanesque et cinématographique et en même temps dur, terrible et un vrai condensé de l'histoire européenne et de la disparition de cette Europe centrale, de ce Yiddishland englouti par la Shoah. Donc il y avait beaucoup de choses qui ont résonné à moi pendant longtemps et jusqu'au moment où je me suis dit c'est sur ça qu'il faut que j'écrive. Et très vite il y a d'autres personnages qui sont apparus, donc les personnages d'aujourd'hui. J'aime bien dans mes romans, en tout cas les 2 ou 3 derniers, explorer les échos de l'histoire, pas les répétitions parce que l'histoire ne se répète jamais complètement, mais il y a des résonances, on voit bien que l'intolérance, le racisme, enfin tout Le rejet. le rejet, ces émotions, ces violences humaines qui reviennent de toute façon, qui sont dans la nature humaine et qui rejaillissent ou pas dans certains contextes, dans certains pays, de façon différente ou avec des similitudes, enfin voilà, sans faire des généralités. J'aime explorer ces échos-là à travers le destin d'individus. Et donc très vite, j'ai eu ces personnages contemporains qui sont venus, et c'est pas complètement hasard parce que c'est vrai que Sylvine aujourd'hui inspire aussi des danseurs de flamenco. Donc c'est en voyant ça, tiens, en le voyant mentionné dans un livre comme ça au détour d'un auteur de polar, je me dis mais donc oui, en fait il existe encore
l'imaginaire, dans l'inspiration de certains danseurs d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui des danseurs qui partent sur ces traces? Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé à se construire, et j'ai voulu faire ça aussi un peu comme un road movie avec les personnages d'aujourd'hui qui partent sur les routes d'Europe, de cette Europe qui évidemment a beaucoup changé, mais qui a aussi encore des poches d'intolérance et de... Enfin, voilà, il y a là aussi des choses qui ne sont pas réglées du passé. Voilà, je voulais essayer de creuser ces petites choses-là, tout en faisant ce road movie autour de la danse aussi, et autour de la découverte de soi de ces deux personnages qui se découvrent par la danse et qui découvrent qui ils sont eux-mêmes et entre eux par la danse. Alors, il y a une scène dans votre livre qui est magnifique, qui est le point de départ, en fait, de ce couple qui va, à un moment donné, devenir iconique aujourd'hui, qui va être à l'origine du titre de votre livre. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Je ne sais plus exactement comment cette scène m'est venue, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans l'écriture où on voit des scènes, et je crois que c'est quand j'ai commencé à réfléchir au livre, et que je suis allée à Hambourg, dans le quartier où dansait Sylvine. C'était là où il y avait eu le G20 quelques années plus tôt, et tout d'un coup je me suis rappelée de ces images. On voyait des fumigènes dans ce quartier, des scènes un peu de guerre civile, c'est trop fort, mais en tout cas voilà, de bataille entre les forces de l'ordre et les anti-altermondialistes. Et je les ai vus danser comme ça dans la brume. Ouais, c'est vraiment cette scène à un moment qui m'a apparu. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir cette image-là. Et c'est une image qui court tout le long du livre. Et ça, je crois que c'est lié encore une résonance avec ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir des photos. C'est pas nouveau, hein, mais des photos qui à un moment marquent les esprits et font basculer les choses. Il y a cette fameuse photo de la guerre du Vietnam, mais plus récemment, il y en a une aussi dans mon précédent livre, je ne me suis pas rendu compte que je faisais un peu la même chose, de cette jeune femme noire aux États-Unis qui se tenait très droite pendant le mouvement Black Lives Matter face à des policiers harnachés. Cette photo-là avait fait le tour des réseaux sociaux, avait beaucoup interpellé. Donc j'imaginais une photo comme ça qui interpelle aussi les esprits, voilà, encore une photo qui marque parfois pour le coup le photojournalisme. Donc c'était, je crois que là c'est un peu la confrontation entre mon métier de journaliste et l'écrivain, qui parfois il y a des connexions comme ça, quoi. C'est comme ça que cette scène est venue. Je la vois toujours très... Alors le titre, pourquoi ce titre, Le danseur de l'aube? Parce que il dansait dans les fumigènes à l'aube, dans la façon dont je l'imaginais, et il y a une référence à Romain Gary, avec la promesse de l'aube, évidemment. J'essayais de vous y amener. Évidemment. Oui. Alors pourquoi avoir fait ce petit chemin vers Romain Gary, ou plutôt ce chemin de Romain Gary vers votre couple? Parce que c'est comme beaucoup de personnes, un des écrivains qui me marque, m'inspire beaucoup. En partie parce que lui aussi, dans certains de ses livres, confronte son époque mêle ce qu'il voit au romanesque. Enfin, en tout cas, il y a là aussi des échos, souvent, que ce soit dans La promesse de l'aube, évidemment, mais même dans Chien blanc, qu'il a écrit plus tard. Voilà, cette confrontation entre l'histoire, le passé, le présent, le personnel, la petite, la grande. Je pense qu'il y a un peu de ça chez lui qui m'inspire et qui m'habitait très très fort pendant mon précédent livre. Et comme celui-là est arrivé pendant que l'autre était en train d'être terminé, je pense qu'il y a parfois des liens d'un livre à l'autre, et Romain Gary est, je crois, et puis par ailleurs son histoire, Europe centrale, Europe de l'Est aussi, enfin il y a de ça chez Romain Gary, évidemment, quoi. Bien sûr. Y a-t-il un personnage auquel vous êtes attaché plus qu'un autre? C'est difficile à dire parce que... Vous les aimez tous, mais il y en a bien un pour lequel vous avez une sensibilité particulière ou une émotion particulière? Mais il y a Sylvine, bien sûr, parce que il est mort en 2011, et je me dis qu'à quelques années près, j'aurais presque pu le croiser. Et puis il y a quelques vidéos qui existent de lui, donc on le voit comme ça danser très âgé, ou il y a quelques images de lui plus jeune, donc c'est vrai que...
Je voudrais juste qu'on finisse cette séquence sur... Pourriez-vous nous expliquer pourquoi, à un moment donné, il va décider de se travestir en femme, au-delà du fait qu'il va rentrer en résistance? Il y a une raison tout à fait particulière qui est totalement bouleversante. Est-ce que vous voudriez bien finir là-dessus? Alors, il y a surtout Qui touche au rapport à sa sœur. De la guerre, quand il recommence à danser, il s'habille il danse en femme parce que c'est une façon de continuer à faire vivre sa sœur avec qui il dansait à travers lui, à travers son corps à lui. Il a eu beaucoup de mal à trouver une autre partenaire femme, il ne pouvait pas remplacer sa sœur, donc il s'est dit bah, je vais danser comme elle, en femme. Merci beaucoup.